Vous écoutez le podcast Cultivons les échanges proposé par InVivo Ag, le podcast qui donne la parole à ceux qui font l'agriculture d'aujourd'hui et de demain. Ce podcast est à retrouver sur toutes vos plateformes d'écoute et sur YouTube. Bonjour, bienvenue dans ce podcast Cultivons les échanges. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir deux spécialistes qui sont avec moi. On va parler d'un sujet passionnant, un sujet qui parfois peut être polémique, un sujet qui pose des questions sur l'élevage et la décarbonation. J'ai avec moi donc Audet Tressereau qui travaille dans un institut technique sur les ovins. Une Dans organisation une professionnelle organisation agricole. professionnelle, pardon. Et je suis avec Frédéric Lévins, qui est directeur marketing de Semences de France. Donc, a-t-on encore besoin de présenter Semences de France? Frédéric nous le redira. Donc voilà, pour rentrer dans le vif du sujet, voilà, on a aussi voulu parler de ce sujet de l'élevage et la décarbonation, parce que parfois aussi on entend dans l'espace médiatique, dans la société que, moins d'élevage égale, moins d'impact environnemental, quoi. Audrey, en ta qualité de professionnelle, je te pose cette question: comment on peut déjà un peu démonter cette idée reçue? Alors, effectivement, l'élevage contribue, par les activités inhérentes aux productions d'élevage, aux émissions de carbone. Mais effectivement, on a aussi, des services qui sont rendus à l'élevage, par, l'élevage. Alors moi, je connais plutôt l'élevage, herbivore et notamment l'élevage, ovin, ne serait-ce que par, l'intérêt que peuvent représenter, les prairies, par, leur rôle de puits de carbone, de capacité à capter du carbone, tout ce qui va être aussi, les infrastructures, les haies, et cetera. Leurs intérêts aussi, pour, la biodiversité, sur des prairies permanentes par rapport à des cultures, on a une biodiversité, qui est démontrée un peu plus intéressante, sur le plan, de la diversité autant sur le plan faunistique que floristique. Et puis, les prairies vont jouer aussi un rôle de filtre. Donc si on se projette avec un scénario, sans élevage, il risque de se poser un certain nombre d'autres difficultés à gérer aussi sur le plan environnemental. Bon là, on entre en matière très large, mais voilà déjà ce qu'on peut dire. Oui, parce que tu as parlé aussi, par exemple, on peut parler des paysages, on peut parler tu as dit faunistique, j'imagine que, pour ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas forcément à l'aise, on parle quoi On peut des parler de la vie des sols, effectivement, les corridors écologiques que peuvent représenter, les haies pour tous les animaux, qui peuvent être, présents dans ces haies, ils s'y nourrir aussi. je disais l'aménagement du territoire aussi, quoi. J'imagine que ça y contribue, quoi. Dans certaines zones, enfin dans les zones intermédiaires, que je connais bien, effectivement l'élevage, quand il disparaît, en fait, soit il est remplacé par des cultures, soit aussi il peut être remplacé, par la friche en fait. Des fois, c'est aussi le «dernier rempart» entre guillemets, à la déprise, totale, des territoires. Je me tourne vers Frédéric. Frédéric, donc cette question est un peu provocatrice, mais un monde sans élevage, quel impact aussi sur les grandes cultures? Puisque bon, j'ai peut-être un mot sur Semences de France, puis après on répond à la question. Ouais, comme tu as dit, je vais pas représenter Semences de France, mais on est le 1er semencier, français. Heu, mais l'élevage pour moi va avec la polyculture parce qu'aujourd'hui il y a des enjeux sur la fertilité des sols, on parle beaucoup de matière organique, on parle beaucoup d'engrais décarbonés et l'élevage produit, des effluents qui pour moi peuvent être une source d'engrais, pour la grande culture, pour la polyculture et qui est décarbonée dans un sens, donc cette polyculture élevage, moi j'associe les 2, c'est très intéressant. On parle aussi, comme on a dit, les prairies, les systèmes herbagers, c'est vraiment des pompes à carbone, hein, c'est démontré. Alors surtout lorsqu'on va associer, pas mal d'espèces, on va faire des mélanges d'espèces, on va y mettre des légumineuses qui sont des espèces qui captent l'azote naturellement dans l'air et donc ça va être intéressant puisque là, on va s'affranchir des engrais dits de synthèse. Hem, oui, l'élevage, bon, il y a je suis sûr, enfin, j'ai pas les chiffres en tête, j'ai pas travaillé cette partie-là, mais si on faisait une balance sur la balance carbone de l'élevage, je pense que pour moi, ce serait très positif quand même. Et pourtant, je me tourne vers Audrey, on observe aujourd'hui une baisse du nombre d'élevages ou d'éleveurs, je ne sais pas comment on va dire. Voilà, c'est une profession qui recule un petit peu en termes d'attractivité. Hem, quel est
Comment on redonne de l'attractivité? Alors aujourd'hui, sur l'attractivité du métier, je pense qu'il y a effectivement un gros sujet autour de des conditions de travail, de l'organisation du travail. Le monde de l'élevage, c'est un métier, enfin, ce sont des métiers qui, sont très pourvoyeurs de main-d'œuvre, donc on a besoin de gens, de personnes pour travailler et si possible qualifiées. Mais il y a aussi, tout le côté santé au travail, des équipements et cetera et c'est vrai que peut-être par rapport, ouais, c'est un ressenti, mais Mmh. peut-être que par rapport au monde végétal, c'est un champ qui a été peut-être un petit peu moins travaillé ou en tout cas, il y avait pas forcément les capacités d'investissement, pour les éleveurs, qu'on a eu il y a quelques années, les robots de traite, par exemple, qui sont arrivés dans les exploitations laitières. En élevage ovin, on a des petits équipements qui peuvent faciliter le quotidien, mais qui sont pas forcément pour autant, très répandus dans le monde du travail. Donc ça, c'est un premier point qui peut être, travaillé et puis après, il y a aussi, la question de la transmissibilité des exploitations et de comment on permet aussi, à des jeunes porteurs de projets de pouvoir s'installer, en élevage et aujourd'hui, il y a un certain nombre de difficultés quand même qui Alors, perdurent. justement, plus concrètement, si tu es capable d'en parler, mais qu'est-ce qui est bloquant aujourd'hui? Alors que, pardon, on a vu que quand même, écosystémiquement parlant, je sais pas si ce mot existe, mais à un moment donné, on voit que il y a quand même un cercle vertueux. Alors comment on redonne envie un petit peu, aux jeunes qui s'orientent dans cette voie-là de retravailler dans l'élevage, quoi? Aujourd'hui, les freins que nous, on peut voir, sur le monde de l'élevage ovin, ça peut être, bah, une inadéquation, en fait, entre, les systèmes, qui sont à transmettre et les souhaits des porteurs de projets qui sont quand même plutôt orientés vers une diversification, des activités et donc des revenus, pour l'exploitation. On a aussi, la question du portage du capital, du financement du capital qui est aujourd'hui, pour un hors cadre familial, c'est quand même très compliqué de pouvoir, financer, le capital. Alors en élevage ovin, on est entre guillemets «un petit peu mieux lotis» parce qu'on a des cycles d'investissement plus courts, des investissements peut-être un petit peu moins importants que dans d'autres élevages. Mais voilà et puis il y a la question des sociétés où, dans une transmission, des comptes courants associés peuvent aussi parfois très lourd. Donc ouais, il y a tout un tas de questions peut-être à retravailler collectivement et certainement des choses à travailler et puis après, il y a aussi le côté de sécuriser, des débouchés sur des marchés qui restent, alors c'est vrai que depuis quelque temps, on peut dire que les cours, de la viande, par exemple, Mieux. ou des produits animaux en général se portent mieux. Il n'empêche que les charges ont augmenté en face et qu'on reste quand même sur des marchés très volatiles. En élevage ovin, l'an dernier, on a eu des très fortes variations des prix entre Pâques et le mois de juillet. Ça peut quand même, impacter fortement les exploitations. Donc, il y a aussi la question des structurations des filières qui permettent aussi de sécurer de sécuriser pardon, des débouchés, ou pourquoi pas, enfin certaines coopératives, qui travaillent dans nos filières ont mis en place des prix minimum garantis pour les éleveurs sur une certaine durée, ce qui permet aussi de rassurer, le partenaire bancaire, sur le Bien projet, sûr, voilà. ouais, homogénéiser le revenu. Voilà, dans d'autres podcasts, on a souvent entendu parler aussi de cette, structuration des filières. C'est quand même un mot que on entend souvent, enfin, en tout cas, une expression qu'on entend souvent revenir, quoi. Frédéric, de ton côté, toi, de côté terrain, côté, distribution, le fait que l'élevage, connaisse un peu des soubresauts comme ça, des évolutions, est-ce que ça se ressent sur le marché, la façon dont Semences de France, travaille aujourd'hui, quoi? Bah, nous on travaille, sur des solutions semencières. Donc on essaie d'appréhender vraiment l'exploitation dans son ensemble et aujourd'hui, notre volonté, c'est de travailler sur l'autonomie fourragère au niveau de l'exploitation. Donc, pour la rentabilité de l'exploitant, le travail avec le distributeur, donc un conseil global, entre, des fois des cultures qui peuvent s'opposer, mais du maïs dans son ensemble, mais aussi avec, le système herbager. Donc proposer vraiment, une sécurité au niveau de l'agriculteur pour approvisionner, nourrir son troupeau. C'est ça l'enjeu, hein, avec beaucoup de changements climatiques aussi, hein, enfin, faut le dire. Ce qui peut amener des volatilités de prix, de rentabilité et donc on développe des concepts on a commencé une expérimentation des prêts climatiques, depuis, 2 campagnes. Ça va faire la deuxième campagne de résultats et le but, c'est d'amener, des propositions aux distributeurs et éleveurs pour produire le fourrage. Alors on peut pas trouver, l'espèce qui va
la plante qui va pousser sans eau, ça n'existe pas et ça n'existera pas. Même un cactus a besoin d'eau. Par contre, comment on peut adapter avec ce qu'on a aujourd'hui, pour garantir, de l'approvisionnement, en fourrage pour l'exploitant, en intégrant le maïs, les fourragères en mélange ou solo, hein, aussi parfois. Mais, c'est là-dessus qu'on travaille niveau agronomique. Donc donc vous travaillez sur offrir sur une sorte de suivi, une sorte de gamme de suivi qui couvre toute la saisonnalité de la vie de la ferme, de C'est l'éleveur? c'est notre souhait, hein, Ouais. et puis regarder aussi comment on produit de l'herbe aujourd'hui et essayer de voir la production d'herbe, enfin d'herbe, c'est au global, hein, c'est de fourrage plutôt, Ouais. de demain avec, des systèmes soit en moyenne montagne, parce que même en moyenne montagne, on peut être impacté. Dans l'est, avec des gros à-coups climatiques. Souvent on pense changement climatique, on pense sécheresse, mais il y a pas que ça. Moi, je parle plutôt d'à-coups climatiques ou aussi sur la façade atlantique. Bon, c'est sûr que quand on est en Bretagne ou dans le Nord, on est un peu mieux servi que les autres, mais il faut qu'on pense Aux autres régions. aux autres régions et pour ça, on a cette expérimentation qui est en cours. Ça aussi, Audrey, c'est quelque chose, là, on parlait, on rentre tout doucement sur la thématique du changement climatique, en tout cas du dérèglement climatique qu'on observe. On voit là, un hiver particulièrement pluvieux, je pense que tout le monde l'aura remarqué. Comment de votre côté vous anticipez ça? Comment vous travaillez, ces changements à venir? Parce que j'imagine qu'il y aura des changements de pratique, heu, du côté des ovins aussi? Oui. Bah, effectivement, les agriculteurs au sens large, hein, sont tous, au premier poste, en fait, par rapport, au changement climatique. Aujourd'hui, bah, c'est vrai qu'en quelques années, on a pu voir aussi des stratégies, qui ont évolué, bah, dans les mélanges, qui sont mis en place dans les prairies, aussi dans les stratégies autour des stocks de fourrage. Auparavant, nous, dans la zone intermédiaire Nord-Nouvelle-Aquitaine, il y avait un stock fourrager qui était prévu pour la période hivernale, un petit stock pour la période estivale. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus important parce que on a ces phénomènes un peu de sécheresse, à répétition, il faut affourager donc effectivement, il y a aussi, bah, de l'investissement sur du matériel, qui était peut-être auparavant en CUMA, ce genre de choses. Enfin, on voit des Mmh. des adaptations au niveau des exploitations agricoles. Après, nous, collectivement, on essaye, bah, parce que le changement climatique pose aussi en élevage des questions, enfin des problématiques aussi sur la partie sanitaire. On a bah, typiquement, on a eu la FCO, la fièvre catarrhale qui nous a touchés, où effectivement, il y a eu des conditions qui ont aussi favorisé, le déploiement du vecteur, sur des zones qui étaient un petit peu moins touchées, en l'espace d'un an. Donc, il y a tous ces enjeux-là aujourd'hui qui sont aussi, impliqués avec le changement climatique. On essaye de travailler alors, les instituts techniques comme l'Institut de l'élevage, les lycées agricoles aussi, mènent en lien avec, ces instituts-là des expérimentations et je sais que nos éleveurs sont quand même, très, enfin voilà, il y a beaucoup d'échanges entre pairs et cetera. Nous, au niveau des structures, on essaye de porter des projets, d'intérêt pour eux, voilà, de recherche ou ce genre de choses. C'est plutôt comme ça qu'on gère le problème à date. Frédéric, je reviens, ce côté semences de France, quand on entend ça, on le sait, on l'anticipe. Aujourd'hui, comment on travaille chez Semences de France justement pour développer des variétés, des gammes de produits qui justement correspondent à ces variabilités climatiques, quoi? C'est quoi? C'est un travail de 5 ans, 10 ans avant et puis pour en arriver sur le marché, là, dans les 5 ans à venir, comment se Alors il peut y avoir 2 vues, hein. Soit on attend que les obtenteurs, ceux qui vont créer les variétés, mmh, créer la variété de demain. En fourragère, ça prend plus de 10 ans, 10 10 ans, 15 ans. d'accord. On Ouais. va déposer ou ils vont fixer, les variétés là pour, les avoir dans 10 ans et nous on se dit: «Bah, il faut pas attendre 10 ans». Donc notre volonté, c'est de travailler avec le matériel qu'on a actuellement, mais de l'associer, de le combiner différemment. Travailler, bah, peut-être avec, des espèces, enfin bouger un peu les pratiques, peut-être changer les pratiques de récolte, essayer de travailler plus tôt. On va appeler ça, ben, des mélanges évictions. Donc on va éviter les grosses périodes, de sécheresse ou d'à-coups climatiques qu'on peut avoir en juin. Essayer de faire du stock de fourrage plus tôt dans l'année. Alors, c'est vrai que ça bouscule un peu les schémas. Il faut que ça s'organise aussi avec des schémas de vélage, avec des organisations ou et puis refaire un petit stock fourrager aussi, bah, l'hiver, des périodes où d'habitude on n'avait pas l'habitude d'exploiter les prairies ou autres. Donc
voilà, changer tout doucement les pratiques, voir si c'est compatible avec les calendriers agronomiques, les calendriers aussi des agriculteurs dans leur travail de tous les jours. Donc quand je vous écoute, je me dis quand même que d'abord les problématiques sont prises en compte, et qu'il y a vraiment un travail de transition à accompagner aujourd'hui pour, pour accompagner les éleveurs, en tout cas les éleveurs ovins notamment, pour faire face à ces changements climatiques et que finalement, si on revient sur le sujet de départ, que, l'élevage fait partie d'un tout et d'un écosystème global et participe aussi bien, une partie d'émissions, mais aussi une partie de captage du carbone, travaille autrement pour le territoire, à travers, la préservation de la biodiversité et cetera. Donc il y a vraiment il y a encore quelques idées reçues à casser et c'était bien d'avoir cet échange tous ensemble. Pour conclure l'échange, j'aime bien, on a une petite tradition dans notre podcast, c'est, je vous vois sourire, vous avez peut-être déjà regardé. Hem, on a des cartes comme ça avec, des mots dessus qui quand même, font un lien avec, l'agriculture et ce que je vous propose en conclusion, c'est de tirer une carte, en prendre connaissance et puis en fonction du mot que vous trouvez, il y a pas voilà, on triche pas, hein, je vous promets. En fonction du mot que vous tirez et ben, voilà, voir, co pour faire une conclusion. Frédéric, tu vois, je ne pousse pas une carte particulièrement. Ah et Audrey, je te vois, tu t'es dit: «Mince, comment je vais faire?» c'est ça? Tu es tombée sur quoi? Je suis tombée sur le mot main. Main. Donc j'y associe pas mal de choses. Il y a en premier lieu, forcément la main de l'élevage, et de l'éleveur, et des éleveuses, qui est important aujourd'hui, dans tous les c'est vraiment un métier très manuel, finalement dans l'agricole et puis il y a la main aussi le partenariat et les poignées de main, qui sont nécessaires, je pense, pour, permettre aussi de relever les défis, qui nous attendent, sur, ces enjeux de transition, écologique. Alors moi, j'ai le mot horizon. Pour moi, l'horizon, c'est on se projette, hein, et je pense que l'horizon, en agricole, il est positif, hein. Il faut voir, même si le monde agricole, vit des crises, il faut toujours voir un horizon positif. Moi, je crois beaucoup, avec des nouveaux agriculteurs, même si, voilà, c'est pas facile de s'installer, mais il faut voir un horizon lointain, un bel horizon et ce serait mon message, hein, c'est on évolue, c'est un monde qui évolue grandement, les agriculteurs. On voit dans toutes les thématiques des podcasts, il y a plein de thématiques qui bougent, et puis je suis très optimiste pour avoir un horizon très positif sur l'agriculture de demain. Merci à tous les 2. Merci. 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 Vous écoutez le podcast Cultivons les échanges proposé par InVivo Ag. Ce podcast est à retrouver sur toutes vos plateformes d'écoute et sur YouTube.